La Grande Loge nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement, aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GNF. Tous les dictateurs. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les trois chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse. Là, je tiens à être tout à fait précis, c'est que dans l'histoire de France, dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire de la République, la franc-maçonnerie a joué un rôle positif très important. Beaucoup des institutions républicaines, y compris de la construction du bien public, s'est fait à cause, j'allais dire, de la partie positive de l'humanisme franc-maçon. Or, ce que j'explique dans Noir Chirac, c'est que, en fait, comme il y a une partie secrète et initiatique, c'est une tentation extraordinaire pour les services secrets de tenter de dévoyer cette partie-là pour faire le secret du secret. Et c'est comme ça que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, très souvent, il y a eu des responsables des services secrets qui sont devenus grands maîtres. Il y a eu Barouin, il y a eu récemment Guglielmi, etc., etc. Sur les causes internes, vous avez tout à fait raison d'évoquer ça parce que j'étais tellement pressé d'arriver à la fin que j'ai oublié une précaution oratoire que j'utilise chaque fois, c'est de dire que je n'allais pas beaucoup parler des causes de la responsabilité des Africains dans cette situation, non pas qu'elles ne soient pas aussi importantes, mais parce qu'on vous en parle tout le temps et qu'il me semblait utile de faire l'information sur dont on ne vous parle pas, c'est-à-dire les responsabilités de l'extérieur. Mais ce serait évidemment une forme de néocolonialisme à l'envers que de dire que les Africains n'ont pas une part importante dans cette situation. Alors, à ce propos, je voudrais dénoncer deux armes extrêmement importantes, deux armes idéologiques très importantes du néocolonialisme en Afrique. Et une troisième. La troisième, c'est le mépris, mais j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens qui opèrent ces manœuvres de la France-Afrique ou de la mafia-Afrique, ils ont un mépris incroyable de l'Afrique, un mépris invraisemblable. Ils disent l'Afrique c'est une page blanche, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de créativité politique et culturelle, etc. Ce qui est une connerie monumentale, c'est quand on connaît l'histoire de l'Afrique, mais en même temps, il y a un certain nombre d'Africains qui finissent par le croire. Et ça, se libérer de l'effet miroir de ce mépris, c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième point, c'est que je vous ai expliqué qu'après la colonisation et l'esclavage, l'Afrique a hypertrophié ses solidarités de proximité. Elle doit reconstruire l'étage des règles du jeu et de l'échange et l'étage de son accès à la société monde. Or, il y a deux idéologies qu'on inculque à l'Afrique et qui l'empêche en permanence de sortir de là, qui la fait retomber là-dedans. C'est l'idéologie qui consiste à dire la fatalité de la corruption. Parce que s'il y a fatalité de la corruption en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité possible hors de la famille immédiate et du clan, donc que l'Afrique n'est pas capable de reconstruire des règles du jeu, et que par conséquent elle est condamnée à être toujours dépendante et à rester enfermée dans son rez-de-chaussée. Or, il y a tout un tas de gens qui vous disent la corruption c'est pas grave, c'est naturel, etc., etc. Vous savez très bien que quand
je dirais, ce que l'Afrique a de valeur et de tradition, ce n'est pas le pillage, le mensonge, etc. On apprend autre chose. Mais après ça, on vous dit, vous ne pouvez pas fonctionner à l'étage supérieur sans la corruption. Tant que les Africains ne combattront pas la corruption en se disant, ce langage de corruption, c'est un langage néocolonial parfait, eh bien, il y aura beaucoup de mal à en sortir. J'en ai beaucoup discuté avec les Sénégalais qui ont réussi à renverser un système illégitime, mais maintenant ils sont confrontés à leurs propres problèmes. Comment ils vaincent la corruption? Parce que s'ils restent dans la corruption, ils ne s'en sortiront pas. Et le deuxième langage idéologique, c'est le langage de l'ethnisme. On vous dit, vous ne pouvez pas fonctionner en dehors des solidarités ethniques. Mais si vous ne pouvez pas fonctionner en dehors des solidarités ethniques, c'est que vous n'êtes pas capable de mettre en place des règles du jeu qui permettent de les dépasser. Au Congo-Brazzaville, où il y a eu, pendant les 10 premières années, quand même un véritable effort d'indépendance. Il y a eu des syndicats qui se sont créés, par exemple. Ces syndicats étaient naturellement nationaux, transethniques. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent détruire les syndicats pour faire un syndicat par ethnie. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on enferme le pays complètement au rez-de-chaussée. Il n'en sortira plus. Donc, vous voyez bien que le langage qui enferme les gens dans la fatalité de l'ethnisme ou la fatalité de la corruption est le meilleur outil du néocolonialisme pour maintenir ces pays dans la dépendance.